Aujourd'hui, je suis avec une comète, d'une certaine façon, et on va voir si on arrive à explorer les flux. J'ai l'immense chance d'être avec Marina Skalova, qui va nous parler un peu de son œuvre et surtout de son dernier livre. Après ce début un peu tonitruant et quand même proche de la private joke, Marina, je suis vraiment contente qu'on ait enfin ce temps de faire une vidéo. Et on s'est dit qu'on allait quand même présenter un peu tout ce que tu as fait, et puis surtout parler du dernier livre que tu as écrit, qui vient de paraître. Tu es traductrice et poétesse en même temps, et en fait depuis le début, et depuis Atom Note qui commence, ça m'a énormément plu en le lisant par cette citation qui est mise en exergue. Écrire des poèmes, c'est déjà traduire. De Marina Tsveta. J'étais sûre que j'allais le rater. De Marina Tsvetaeva. Je suis désolée. Et peut-être que tu as une œuvre qui est constamment et dans le flux et dans l'entre-deux. Déjà en fait entre le 3 langues, parce que tu es traductrice du russe et de l'allemand, si je ne me trompe pas. Plutôt vers le français dans ce sens-là. Et même quand tu écris, tu as l'air de traduire aussi. Ton premier recueil, c'est celui-ci. Non, mais Atom Note, Souffle court, et c'est un recueil qui a eu le prix de la vocation j'ai oublié l'année. En 2016. En 2016, tu vois. Qui était paru chez Chêne initialement, et qui a été réédité par Hero Limit, en fait, dans cette édition. Et ça, c'est la réédition. Ouais. Et il est vachement bien. On fait ça, on parle un peu des uns après les autres. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la poésie au départ? Non, mais alors, il y a souvent de la musique qui revient dans tes textes, qui peut être indiquée, c'est le cas dans La chute des comètes et des cosmonautes, tu sais, en didascalie par exemple, il y a des morceaux, enfin dans énormément de textes en fait, pour le dire vite. Je me rappelle même d'une mention où je me suis dit, ça c'est peut-être Marina, dans Les rêves de Laura Vasquez, où est mentionné l'écoute de Pancrus, qui vient de Marina. Je me suis dit que ça devait venir de toi. Peut-être pas. Je te surprends, c'est venu comme ça. Mais et c'est une. Enfin, je veux dire, tu aurais pu faire de la chanson et boum, la poésie. C'est vrai, mais j'ai pas osé. Mais c'est vrai que, en fait, j'aurais adoré. Je suis désolée, je te prends un revers. C'était pas du tout anticipé. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai été socialisée dans le punk quand j'étais adolescente, et intime, troisième personne du pluriel revient un peu dessus. Et que je me suis dit quelques années plus tard que la scène punk dans laquelle j'ai passé du temps était extrêmement nihiliste, et que c'était pas une scène punk où t'osais faire des trucs que tu savais pas faire, enfin, ou en tout cas, ouais. Moi, les gens qui m'entouraient n'étaient pas des gens qui m'amenaient à faire ça, et enfin, ou alors j'ai pas osé. Et en fait j'ai commencé à retrouver cette énergie-là, ou à mettre l'énergie du punk dans mes lectures, ou à faire des lectures concerts de rock beaucoup plus tard, okay. Une fois que j'avais déjà commencé à publier, à construire quelque chose autour de l'écriture. Mais j'adore, en fait. Super. Et en plus, c'est un peu fou parce que tu vois, tu dis pas oser, chanson, bon, le punk, j'ai déjà envie d'y revenir, et en même temps, Atom Note, souffle court. Ce qui est presque paradoxal, tu vois, comme titre, le souffle court, pour parler de la poésie, la voix, le chant, on est dans ces espèces de connotations un peu je sais pas ce qu'on veut dire, stéréotypées. Alors qu'Atom Note, c'est un recueil qui est bilingue, français-allemand, dans des langues qui ne sont pas tes langues maternelles, mais qui sont tes langues d'écriture. Voilà, parce que là j'ai quand même peur de dire une grosse boulette, alors tu vas me rattraper au vol, mais enfin, ça me dérange pas que tu me rattrapes, mais je vais être sûre de pas dire de boulette. Et c'est un très très beau recueil, justement aussi sur cette question de la langue et du corps, qui est en même temps très attentif, m'a-t-il semblé, à ce qui fait misère et malheur. Tu vois, là,
par exemple, ce titre, page 31, ce qu'on foule au pied avec, entre parenthèses, UX, et je vais le montrer à tout le monde, parce que le monde a besoin de le voir. Donc qui pour le coup est quand même plutôt, le titre étant en français, ça tire quand même le recueil du côté du français. Il y a d'ailleurs peut-être une publication conjointe dans les deux pays. Non, pas du tout, mais donc il est paru en français, en France, et puis je trouvais ça très bien de faire entrer l'autre langue dans l'espace linguistique franco-français. Ils en ont besoin les Français. Ils en ont besoin les Français. Ouais. Enfin, mais en fait, donc je l'ai écrit simultanément dans les deux langues, enfin simultanément, donc certains poèmes plutôt en français, d'autres plutôt en allemand, et ensuite il y a eu une réécriture, contamination dans la traduction, c'est-à-dire que le fait de traduire me faisait revenir sur le poème premier, et il y a eu un travail en fait d'aller-retour et de consolidation des textes, des images grâce à la traduction. Mais c'est vrai que c'était une période où j'aurais pu envisager de publier en Allemagne, enfin où je savais pas en fait, où j'avais ce texte bilingue et où je savais pas ce qui allait se passer. Et puis le fait est que qu'il a eu le prix de la vocation, qu'il est paru en France et que j'ai continué à publier en France. Mais c'est vrai qu'il y avait un moment de flottement ou d'indétermination où entre deux langues, ouais, vraiment, entre deux langues. Où il aurait aussi pu faire sa vie en Allemagne et avoir une autre vie, quoi. Enfin, et toi, tu aurais eu une autre vie avec. C'est ça. Et avec ce moment assez... donc la traduction qui est vraiment dans la pratique d'écriture elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air d'être une permanente chez toi au moment de l'écriture. Tu navigues entre 2 voire 3 langues, voire 4 langues. Pas toujours, mais ça m'arrive d'écrire en français, d'avoir des textes qui sont uniquement en français, etc. Mais globalement, déjà, les moments où je bug, ça peut toujours être pas mal. Enfin, c'est aussi quelque chose qui peut relancer l'écriture, de le traduire. Et c'est vrai qu'en traduisant, on se rend aussi compte de choses qui sont un peu plus molles, un peu moins solides, enfin de choses qui tiennent pas, d'images qui tiennent pas. Enfin, la traduction fait apparaître ça très vite en fait. Et donc c'est un procédé qui est assez intéressant. Je l'utilise pas systématiquement, mais la constante, c'est effectivement la présence d'autres langues, de bribes de russe, et ça c'est important. Oui, je crois aussi dans cette idée de frotter à l'ailleurs ou à l'altérité, de ne pas rester dans un espace linguistique monolithique. Parce que dans ma tête, ça se passe beaucoup comme ça. Ça se passe comme ça. Parce que c'est pas à un niveau thématique, c'est-à-dire, moi je dirais pas que tu es une poétesse de l'exil par exemple, directement, ça apparaît dans certains de tes textes. Par contre, tu es directement quelqu'un, quand on dit polyglotte, c'est moche quoi, tu vois, mais oui, de ces flux de langue traversant quoi. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse, en fait, le flux. Enfin, c'est vraiment aussi le fait de traverser, d'être dans quelque chose qui est volontairement fluctuant, pas assigné, pas figé dans une identité, de genre littéraire. De genre tout court. Mais c'est vrai que cette question du flux, de la traversée, elle est centrale. Ouais. Et c'est ce qui t'a amené vers l'exploration du flux. Alors là, on s'était dit, petite exploration de Marina pour commencer. Hop, là on est chez Seuil, c'est la collection Fiction et compagnie, celle-ci, Touc. Alors ça, c'est un texte dont j'ai déjà parlé il y a assez longtemps sur la chaîne, parce que c'était vraiment au début, et je te disais tout à l'heure, je trouve vraiment que c'était pas une bonne vidéo, c'est ma première avec quelqu'un qui donc n'était pas toi, qui était Pierre-Élie. Et là, moi, je me souviens avoir eu là, c'est pas forcément aussi fort à un niveau linguistique que dans Autumn Note ou dans Intime, et puis là, il y a encore une ou deux choses que j'ai pas lues qui sont tes traductions. Mais qui est beaucoup plus de l'ordre de l'écume de ce que l'actualité peut amener, de l'actualité et de la biographie en même temps, mais de façon aussi indistincte. Qui m'a rappelé Sarraute, en fait, qui m'a rappelé Tropisme ou des textes de ce genre, mais aussi d'autres plus récents.
Est-ce que je suis complètement en train de partir dans le décor ou ça va en te disant ça? Écoute, moi, Nathalie Sarraute, c'est quelqu'un de super important pour moi. Je suis J'aurais contente. pas forcément pensé à elle par rapport à l'exploration du flux, mais voilà, j'ai pas. Enfin, non, ça a du sens que tu construises le parallèle. Enfin, mais pour moi, par exemple, c'est quelqu'un de beaucoup plus présent pour intime, troisième personne du pluriel, dans cette forme de dialogue de soi à soi que la narratrice construit et qui me renvoie directement à des textes de Nathalie Sarraute. Alors là, pour le coup, je l'avais pas du tout élucidé à ce moment-là, mais j'en suis vraiment hyper contente. Mais là, des fois, je me dis, j'ai du bol quand même, je sors des trucs pas complètement au pif, mais pas si loin. Mais bon. Et alors, est-ce que, ouais, on va vraiment se concentrer sur Intime, mais en tout cas, je le conseille. J'ai pas fini de le lire, j'étais en train de le lire quand tu es arrivé, donc ça c'est de ma faute, j'ai qu'à mieux faire mes devoirs. La chute des comètes et des cosmonautes me plaît beaucoup. Pour le moment, c'est une pièce de théâtre. On est chez l'Arche. C'est en train d'être mis en scène à plusieurs moments. Enfin, il me semble qu'il est mis en scène en ce moment en Allemagne. Il a été. Alors en ce moment, je crois qu'il. Ah si, je crois qu'il tourne encore au théâtre de Mannheim. Il a fait l'objet de 4-5 mises en scène différentes en Allemagne et en Suisse allemande. Ouais. Et il a été monté à Genève. Et il y a eu des lectures scéniques à Berlin, à Vienne, à Odessa. Ah ouais, ça j'avais raté quoi. En Italie aussi. Ouais, il a pas mal tourné. Donc au niveau allemand, là c'est... Mais surtout en Allemagne. Ouais, c'est toi qui a traduit en allemand? Non, on a bossé à deux avec un traducteur, avec Frank Weigand qui traduit du théâtre. C'est-à-dire que moi, l'allemand, c'est ma deuxième langue d'écriture, mais ce n'est pas la langue vers laquelle je traduis. Et en fait, traduire demande une palette linguistique beaucoup plus large que écrire. Donc peut-être que je traduirai mes propres textes à l'avenir, mais là c'était assez intéressant en fait d'avoir à la fois l'altérité d'un traducteur qui aborde le texte voilà, enfin, en traduisant très concrètement aussi les mots qui sont écrits, ceux qui écrivent, parce que moi quand je traduis mes textes je les réécris complètement et on a travaillé à deux, donc j'ai réécrit beaucoup de choses à l'intérieur, mais en même temps il y avait aussi une forme d'objectivité, de solidité de son regard et aussi d'un allemand peut-être un peu plus idiomatique qu'il amenait et ouais, j'aime assez, enfin j'aime beaucoup cette version en fait, j'aime beaucoup ce texte allemand. Voilà, et puis après je sais pas, il a fait sa vie. J'ai pas vu toutes les mises en scène, enfin il y en a une récemment que j'ai pas vue. Des fois il m'invite pas, des fois c'est génial, il m'invite pas. Mais tu sais, ils peuvent ne même pas y penser en fait. Non, mais bon, ça m'a beaucoup énervé. C'est dit. C'est dit. Et c'est un texte... là, pour le coup, c'est un texte qui parle d'exil et de retour. Parce que, en fait, tu arrives à inventer le road movie théâtral. Je sais pas si je l'ai inventé. Ouais. Enfin, non, en tout cas, non, ça existe. Ça devait exister avant. Ouais. Mais, tu vois, tu fais un road movie théâtral vers Moscou, d'un père et de sa fille qui arrêtent pas de s'engueuler. Et en fait, les deux sont détestables. Alors, parce que non, mais c'est vrai, ils sont détestables chacun à leur façon, et ils vont très bien ensemble à ce niveau-là. Et moi, j'ai adoré. Alors, parce que ça, pour le coup, tu vois, on parlait du punk tout à l'heure, en tout cas, c'est punchy, quoi, tu vois, c'est peut-être pas punk, mais c'est très très punchy de l'un à l'autre et dans les incompréhensions, mais des incompréhensions qui sont soulignées, qui sont drôles aussi, et qui sont pas du tout ridicules ou un sketch ou quelque chose de cet ordre-là, mais c'est un texte qui est, je vais dire très vivant, c'est pas que les autres le sont pas, mais il y a quelque chose de presque prime sautier en fait là-dedans. Quand je le lisais, j'étais assez morte de rire quand même, vraiment. Tant mieux. C'était pas l'intention. Ah si, non, ça me fait super plaisir. Non, ça me fait super plaisir. Même le dernier, Intime, qui est un peu plus dur, moi, il y a plein de passages en fait que je trouve drôles et où ça me fait plaisir que les gens se marrent, quoi. Et avec quelque chose aussi qui est avec des musiques à mettre ou non sur scène, etc. Mais donc ouais, ça fait du théâtre, rock, punk, en tout cas, ça bouge vraiment, vraiment pas mal, quoi. Donc ça, j'aimerais bien le voir sur scène, ouais.
Donc les Français, bougez-vous quoi, les Français, les francophones, la Suisse romande, on vous attend. Fille de l'Est, femme à l'Ouest. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que C'est... Mais c'est moi la femme à l'Ouest en fait là pour le coup. Non, c'est une anthologie. Je l'ai prise parce que j'intervenais dans un colloque à la Sorbonne tout à l'heure où il était aussi question de ce projet, Ouais, de ce... Donc c'est un collectif qui s'est formé donc pour ce livre. On est, je sais pas combien, 8 autrices, je crois, de générations diverses, nées dans différents pays qui font partie de l'imaginaire est-européen pour les Occidentaux, on va dire, Ouais. et qui traitent de la féminité ou du fait d'être une femme de façon très large, Ouais. en provenant de ces espaces-là, voilà, en prenant de la distance par rapport à certains clichés ou pas, en réfléchissant à cet héritage. Et puis voilà, puis en fait c'était une invitation que j'avais reçue à participer à ce livre quand j'étais au début du projet sur lequel je travaille depuis maintenant 5 ans, autour de l'histoire des femmes au Union soviétique, et donc où j'ai contribué avec un texte qui a fait l'objet d'un feuilleton sur France Culture aussi, qui s'appelle Fille de l'Est, femme à l'Ouest. Ah. Voilà. Ah bah alors là, voilà, je vais mettre les liens, mettez un commentaire pour dire que c'est honteux, puis ça sera bon pour l'algorithme. Et ben, je vais aller voir ça. Là, pour le coup, moi, j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que le jeu de mots est génial, mais une fois que j'ai dit ça, j'ai l'air un peu con, donc je passe à la suite. 2 traductions très importantes, je crois, où on commence par l'ours blanc. Ouais, hop, on y va. Verdict et Tuer l'avenir. On va peut-être commencer par Verdict. En fait, en étant traductrice, c'est toi aussi qui a choisi ces poèmes et de les mettre. Enfin, c'est les poétesses et de les mettre en oui, lumière. oui, complètement. Voilà. Et donc là, parce que c'est pas de la traduction à la commande, c'est-à-dire que tu es vraiment une passeuse. À ce niveau-là. Enfin, oui, non, et puis effectivement, le choix des autrices, le choix des textes, puis le fait de les porter pour trouver une maison capable de les accueillir, et puis ensuite, voilà, aussi les porter par le biais de lecture pour les faire connaître. Enfin, il y a un travail d'accompagnement de ces textes qui a été, qui a été important, qui m'occupe entièrement, quand même plus que mon travail d'autrice, parce qu'il y a une responsabilité envers quelqu'un d'autre. Et où j'écris, enfin voilà, je suis aussi autrice de mes traductions et où chaque mot est choisi et écrit par moi, quoi. Ouais, donc ça change quoi de traduire quelqu'un d'autre que soi? Alors là, boum, ça change tout. Ça change qu'il y a un original, donc ça change qu'on est moins démuni, qu'on ne doit pas se débattre avec ce qui provient de nous et qui peut nous empêcher d'écrire, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas le matériau, on n'a pas tout ce qui tenaille, on n'a pas la résistance intérieure, mais par contre on a la langue et on a l'exigence d'une langue qui est déjà là et avec laquelle il faut faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire la recréer dans un système linguistique complètement différent. Et voilà, donc on a à la fois une exigence et à la fois une incitation à l'écriture en étant directement dans le lieu où l'écriture pose des enjeux intéressants, c'est-à-dire que c'est des enjeux de langue en fait, c'est pas se débattre avec ces petits problèmes intérieurs qui nous empêchent d'écrire. Et ça, c'est assez agréable. Ouais, ça amène le texte, quoi. Ouais. Et c'est pas n'importe quel texte. Verdict, par exemple, donc de Lida Yusupova, je suis très très mauvaise en prononciation. Si je me souviens bien, ce sont des poèmes qui sont composés à partir de textes juridiques russes et de textes de procès. Tout à fait. Et c'est affreux, en fait. Enfin, et qui sont des textes juridiques de violence conjugale. Parce qu'en Russie, les violences conjugales ont été dépénalisées dans les années 2010, je crois. 2017. Ou l'année de MeToo, évidemment. Pour plein de raisons, et donc les violences conjugales ont explosé. Alors ça ne veut pas dire qu'elles étaient très bien traitées avant, mais elles ne le sont plus du tout.
Non, elles étaient Ouais. déjà endémiques, je crois qu'elles ont toujours été endémiques, mais c'est ce geste par lequel la loi a dit ce sont des affaires de famille, ce sont des affaires privées, la loi n'a pas à s'en mêler et l'argument qui est annoncé, qui est quand même, c'est au nom des valeurs familiales traditionnelles, Ouais. c'est-à-dire que la poursuite des violences conjugales nuit. Oui, tu frappes pour la nation, quoi. Enfin, j'exagère un peu, Mm, mais mm, c'est... mm. Oui, oui, non, mais il y a un continuum très clair, enfin, dans ce que ça dit, effectivement, du droit essentiellement des hommes à disposer du corps des femmes et des enfants, évidemment. Et, voilà. Et effectivement, les enfants appartiennent à la nation. Ça, c'est aussi assez clair en Russie. Ouais. Et le pouvoir de la nation est délégué à un patriarche. À un père de famille, pardon. Ça sera plus juste dans le cas russe en plus. Non, il peut. Enfin, pour s'occuper des enfants. Enfin, je veux dire, on délègue pas mal de choses aux femmes russes. Enfin, je veux dire, Ouais. elles portent pas mal de choses sur leurs épaules quand même. Mais. Là, j'arrive avec mes gros sabots. Comment comment tu as défendu ce texte? Parce que c'est quand même pas très facile de défendre un texte qui est un collage, et qui est en plus un collage sur les violences. Tu vois, qu'est-ce qui t'a amené vers ce texte-là en particulier? Et c'est quand même une sacrée difficulté d'arriver à le défendre. On est chez OM. Pour verdict. J'ai eu de la chance, enfin en tout cas, donc je l'ai découvert en lecture à Moscou en 2019, en découvrant en fait toute une scène à la fois poétique et militante, très très active. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'était justement, en fait, c'était pendant les mobilisations contre cette loi de dépénalisation des violences conjugales. Non, c'était un petit peu après, c'est-à-dire qu'il y avait un procès qui faisait beaucoup de bruit en Russie en 2019. C'était trois jeunes femmes, les sœurs Khachaturian, qui avaient 17, 18 et 19 ans, qui avaient été violées, abusées, frappées par leur père pendant des années, qui ont tué leur père, qui était jugé, et voilà, qui avait été autrice du crime suprême, c'est-à-dire du parricide, et qui était très sévèrement jugée aussi dans le regard de la société. Et en même temps, il y avait cette mobilisation très importante, et où ce qui m'a frappée, c'est que donc déjà, le fait de manifester dans l'espace public était déjà compliqué, mais il y avait des manifestations qui étaient organisées. Mais souvent, les actions politiques étaient des actions poétiques. C'est-à-dire que il y avait des lectures en soutien aux sœurs Khachaturian, où il y avait une cinquantaine de poétesses qui venaient déclamer des textes, qui venaient performer des textes très forts, très incarnés, très corporels, très marqués aussi par cette violence conjugale, familiale, omniprésente, et par l'emprise patriarcale dans la langue, dans la culture, dans la société, dans les évidences de tous les jours. Et, et ça a été hyper puissant pour moi que ça ait, à la fois que ça ait lieu en poésie, et voilà, que la Et comme poésie et la mobilisation, politique ne quoi. soient pas séparées, c'est ça, c'est ça. Et que déclamer des poèmes soit un acte politique, directement, sans fantasme, juste que ça l'était. Il y avait un peu de service de sécurité autour, enfin parce que forcément c'était pas sans danger de le faire en fait, et qu'en fait il y avait plein de gens queer qui étaient marginalisés, voire persécutés dans la vie civile. Il y avait des personnes trans, alors que c'était déjà très criminalisé en Russie. Et je pense que c'est en fait c'est cette force-là, et que je trouvais que c'était incroyable, et que c'était quelque chose dont on n'entendait pas du tout parler en France. Clairement pas. Voilà. Voilà. Et donc ça, et puis le geste poétique en fait,
que je m'intéresse aux poétiques documentaires depuis longtemps. Enfin, Reznikov, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Enfin, la réflexion sur le document comme matériau, enfin, c'est des choses qui sont assez importantes pour moi. Et ce que Lida Yusupova en fait dans les verdicts m'intéressait vraiment beaucoup. Et du coup, quand un texte me frappe physiquement, justement, souvent j'ai besoin de passer par la traduction aussi pour le toucher, pour le faire apparaître dans ma langue d'écriture, pour me l'approprier d'une certaine façon, enfin le faire entrer à l'intérieur de mon corps et de ma langue. Et donc j'avais ces traductions pendant... Voilà, enfin, j'avais traduit quelques poèmes. Et puis voilà, et puis en fait j'ai rencontré les éditions Zoëm d'abord autour d'un autre texte et je leur ai envoyé quelques traductions et puis voilà, puis j'ai eu de la chance que ça les a intéressés. Et avec ceci d'incroyable qui entre en écho quand tu dis faire entrer dans ton corps et dans ta langue, c'est que c'est une poésie qui n'est pas une poésie du tout d'inspiration, voilà, qui est déjà cette recomposition d'une langue qui est autre et qui est en soi une violence, et dont la violence est resémantisée, peut-être redirigée, peut-être pas, mais en tout cas montrée, désignée en tant que telle, sans être dite, mais en étant redite. Et ça amène aussi quelque chose qui est extrêmement fort. Bon, alors, bien sûr, oui. Et avec, oui, non, mais tu vois, ces différentes strates, parce que voilà, ça, je pense que tout le monde ne sait pas forcément cette spécificité de verdict et que je vais vite, alors je peux en lire un peu. Ouais, oui. Voilà. C'est vrai que là, je t'ai pas proposé. Avec un trigger warning, peut-être, parce que je pense qu'on va en mettre assez dur, mais je peux en lire un peu. Ouais. Avec grand plaisir, tu penses bien. Et aussi la jeune fille rousse, qui s'appelait Irina. Jugement de l'affaire pénale numéro 1-337/2013, verdict. Au nom de la Fédération de Russie, ville de Krasnogorsk, 13 novembre 2013. Mordachov, A.V., juge du tribunal municipal de Krasnogorsk de l'oblast de Moscou, pour l'État, l'assistant du procureur municipal de Krasnogorsk, Kozlov, D.V., en présence de l'accusé Rodionov, A.A., de l'avocat de la défense Brikhanov, I.A., ayant examiné en audience publique le dossier de l'affaire pénale visant Rodionov Anton Andreevitch, accusé d'avoir commis un crime au sens de l'article 105.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, déclare: l'accusé Rodionov A.A. a commis un meurtre, c'est-à-dire il a volontairement donné la mort à autrui. Le crime a été perpétré dans les circonstances suivantes. Il était tellement ivre que à ce moment-là, il a perdu la notion du temps. Irina lui a proposé d'aller se promener. Après cela, elle s'est levée et est partie, dos à la route. Il s'est levé et l'a suivie. Ils ont marché longtemps dans la forêt et ont parcouru quelques kilomètres. Irina portait un jean et un t-shirt. Elle avait des chaussons aux pieds. Irina s'est approchée du ruisseau. Après cela, elle l'a appelé. Il s'est levé et est venu la voir. C'est alors qu'il s'est aperçu qu'elle avait déjà enlevé ses vêtements. Elle était debout sur une dalle de béton qui surplombait le ruisseau et lui demandait si elle lui plaisait et s'il voudrait avoir une relation sexuelle avec elle. Il a dit à Irina qu'elle ne lui plaisait pas, qu'il ne voulait pas avoir de relation sexuelle avec elle. En même temps, il a expliqué qu'il était marié et qu'il avait une fille en bas âge. Irina s'est mise en colère car il refusait d'avoir une relation sexuelle avec elle. Elle a dit qu'il n'était qu'un impuissant. Elle aurait mieux fait d'aller en forêt avec quelqu'un d'autre. Alors il a proposé à Irina de s'habiller et de retourner chercher l'un de ses amis. Suite à cela, elle s'est mise vraiment en colère. Elle s'est mise à l'insulter. Elle a dit que sa femme était une prostituée. Elle l'a traitée de tous les noms et a même insulté son enfant. Il s'est mis en colère, il a repoussé Irina avec les mains, ce qui lui a fait perdre l'équilibre. Elle est tombée, le visage dans le ruisseau. Après, il est descendu dans le ruisseau, et alors qu'Irina avait déjà le visage dans l'eau, il l'a prise par la nuque et l'a maintenue ainsi jusqu'à ce qu'elle cesse de donner des signes de vie. Ensuite, il a saisi Irina par les bras
et l'a traîné hors du ruisseau, à peu près sur 5 mètres. Il a jeté le cadavre dans les buissons. Ensuite, il l'a recouvert d'herbe, qu'il a arraché pas loin. Le tribunal tient compte de l'immoralité. Le tribunal tient compte de l'immoralité du comportement de la victime. Le tribunal tient compte de l'immoralité et du caractère illégitime du comportement de la victime. Le tribunal tient compte du fait que la personnalité de l'accusé est qualifiée positivement par son entourage, tout comme de l'immoralité et de l'illégitimité du comportement de la victime. Le tribunal tient compte du fait que la personnalité de l'accusé est qualifiée positivement par son entourage. L'accusé a un enfant en bas âge à sa charge, tout comme de l'immoralité et de l'illégitimité du comportement de la victime, ce qui constitue des circonstances atténuantes. Et aussi la jeune fille rousse, qui s'appelait Irina. J'ose pas te dire merci. Il y a l'idée chez Lida Yusupova que le poème crée un espace mémoriel, c'est-à-dire qu'il donne une existence à ces femmes dans leur absence. Donc je dis à ces femmes, il y a aussi le premier meurtrier qui a été jugé pour un meurtre homophobe, au motif ouvertement homophobe, dont le procès est repris dans ce livre. Il y a effectivement plusieurs victimes de violences conjugales, comme tu disais. Il y a aussi des victimes d'infanticide. Voilà. Et c'est vrai que c'est comment elles continuent à exister en creux et comment leur absence continue à nous hanter. Et Lida Yusupova dit que souvent c'est des cas qui avaient même pas un petit encart dans les faits divers ou rien du tout, quoi. Et voilà. Et comment elle recompose ça à partir en prélevant, c'est-à-dire qu'elle n'ajoute pas un mot, mais elle prélève dans les procès-verbaux des procès qui sont rendus publics, qui sont en consultation libre et téléchargeables sur Internet. Et voilà, elle découpe, elle prélève, elle répète, elle met la lumière dessus, elle braque son projecteur dessus. Mais comme font parfois les historiens, sauf que là, c'est le présent. Ou le quasi-présent, parce qu'il faut quand même que le verdict soit mis en ligne. Mais il n'y a pas de distance, parce que ce n'est pas une archive passée. Et cette immémorialité, elle joue aussi là-dedans, quoi. Et ça, c'est en ça aussi que c'est un geste je crois, de poétesse. Non, mais je pense à plusieurs choses, donc ça part dans différentes directions dans ma tête, parce qu'il y a à la fois effectivement le fait qu'on a des bribes très orales qui sont issues des justifications des accusés, des auteurs des crimes commis, et qu'on est toujours abasourdi devant cette espèce de banalité du mal, quoi, cette espèce de je sais plus qu'est-ce qu'il dit, il y a une espèce de... On tue facilement, quoi. On tue facilement, il y a une espèce de déresponsabilisation, d'inconscience, de petitesse, mais qui résonne complètement avec ce qu'on retrouve actuellement dans le procès des viols de Mazan. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est dans les petites justifications, les petits arrangements. Et là, je vais quand même le dire, là on entend dans le descriptif qu'on a d'Irina, par exemple, ça vient de l'accusé. Aussi. Complètement. Parce qu'on n'a pas accès à autre chose. C'est ça. Non, c'est pour ça que je disais qu'elle existe vraiment en creux, en fait. Parce qu'on n'a rien de sa parole, donc on ne sait pas si elle a réellement insulté, etc. Peut-être pas. On ne peut pas le savoir. Et ça aussi, c'est terrible d'avoir cette trace-là de parole sans accès à la parole véritable. Et c'est comme ça. Tuer l'avenir, je sais pas si... Alors pour le coup, je vois moins ce que c'est tuer l'avenir.
dans des autres traductions que tu as pu faire. Enfin, j'ai l'impression là de faire un peu l'animateur télé, mais ça, c'est peut-être un peu ça aussi. C'est un autre texte que tu as traduit, mais lui, je suis pas capable d'en parler en fait. Je Alors, sais pas si tu veux le présenter toi-même. donc c'est un livre que j'ai composé à partir d'extraits de plusieurs recueils, je crois de 3 ou 4 recueils de Galina Rimbu, qui est une poétesse de langue russe contemporaine majeure qui vit en Ukraine, à Lviv, depuis 2018, qui a une palette en tant que poétesse extrêmement large, qui peut aller de la poésie, voilà, d'une poésie, on va dire, très expérimentale, très contemporaine, à une poésie plus narrative, à quelque chose de beaucoup plus lyrique, à quelque chose de plus minimal. Enfin, ce sont différentes stratégies d'écriture qu'elle explore, vraiment avec une forme d'avidité, une très grande érudition, une immense connaissance de la poésie mondiale. Elle est née en Sibérie, à Omsk. Il y a un cycle de poèmes que j'aime beaucoup qui s'intitule Perspective cosmique, qui est le nom de l'avenue en bas de chez elle, qu'elle regardait depuis le haut de son immeuble. Donc il y a à la fois cet ancrage dans une Russie post-soviétique, industrielle, dévastée par les promesses d'utopie qui ont échoué, à la fois par le communisme et par le capitalisme, et où on reste comme un vestige de quelque chose. Donc il y a vraiment cette sensation d'avoir été largué dans une époque voie de garage, enfin je sais pas comment. Voilà. Donc il y a ça, il y a la révolte qu'elle a longtemps vécu à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et été très active poétiquement et politiquement, puis a complètement rompu aussi avec l'opposition russe, avec l'espoir de faire quelque chose en Russie, de changer quelque chose en Russie. Elle a très tôt dénoncé aussi les dérives vraiment fascistes de ce qui était en train d'advenir en Russie. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un poème que j'aime beaucoup qui s'appelle Lesbia, qui date de 2014, qui date de la révolution de Maïdan en Ukraine, et où elle dénonce les sombres rangs fascistes qui viennent arrêter ses copines lesbiennes ou en manif. Je le restitue après comme ça. Voilà, et donc elle a choisi de vivre en Ukraine, et donc le long poème qui ouvre le livre, Trace, a été écrit à partir de fragments, de notes. Elle était souvent réfugiée dans sa cave, pendant la première année où la guerre a fait éruption en Ukraine, et où elle se sentait à la fois piégée physiquement, mais aussi piégée parce qu'elle détient un passeport russe, parce que sa langue d'écriture est le russe, et parce que elle sentait que l'agresseur russe était aussi à l'intérieur d'elle, et qu'il y a une forme aussi de mutisme par rapport à travers lequel elle passe, et dont le poème témoigne, où c'est vraiment la question de ces langues, comment écrire dans la langue des bourreaux, comment écrire quand ta langue maternelle est aussi la langue des bourreaux, et qui creuse aussi dans cette direction-là au niveau de la forme. Voilà, mais pour un bref aperçu, c'est hyper vaste et hyper dense. Hyper vaste. Tu veux en lire un passage ? Ouais, je peux, ouais. Tu peux boire de la bière aussi. Ça va avec. Et là, on est aux éditions, je sais pas le prononcer, Van Loo ? Ouais. Je ferai une liste des livres qu'on aura présentés ici, et puis de toute façon, je crois que tu as un site. Ouais. De toute façon, je vais mettre tout ça en description, évidemment. Allez. Elles servent bien à ça, les descriptions. Je te mets au turbin alors que t'as déjà turbiné cet après-midi, c'est vraiment pas sympa. Non, mais je cherche. Ouais, celui-là, je l'ai là. Sur le territoire de la centrale électrique, nous avons allumé un feu d'une envergure interdite.
Sur le territoire de la centrale électrique, nous avons allumé un feu d'une envergure interdite. Nous avons pu le faire car à l'époque, à la fin des années 90, on pouvait s'y introduire librement. Au début de l'automne 1999, papa et moi, on traînait entre les fosses d'ordures, les petites casses industrielles, les arbres tordus, et on cherchait du cuivre. Papa disait toujours « Mieux vaut trouver du cuivre que de l'alu. L'alu, ils ne le prennent que quand c'est vraiment la dèche. » Et quand il en trouvait, il l'appelait tendrement le cuivre. Nous avions des sacs en plastique noir, où nous rangions les vieux câbles. Papa les grands, moi les plus petits. C'était notre jour de chance, on en avait trouvé plein. On était tombé sur de gros câbles, avec beaucoup de cuivre dedans. Papa a dit « Ça va être une galère de l'extirper au couteau, on va les brûler. » On a ramassé des branches et toutes sortes d'ordures inflammables. Papa a allumé un feu et a commencé à y jeter les câbles. Le caoutchouc fondait dessus, c'était beau, restait le cuivre, qu'on sortait du feu avec des baguettes. À côté, j'avais trouvé un vieux casque de chantier. Je jouais avec, je rangeais tout dedans. Et le feu prenait de plus en plus, et papa y jetait les câbles encore et encore. C'était notre jour de chance. On brûlait le cuivre et on bavardait, et on s'y voyait déjà. Papa irait s'acheter un peu à boire, et moi un peu de confiture. Le reste, on le donnerait à maman pour les courses. C'est là qu'on a vu un camion de pompiers s'approcher. Sirène allumée, des pompiers sont sortis du camion et ont hurlé « Vous êtes baisés du cerveau ou quoi ? Ici, c'est le territoire de la centrale électrique et vous avez allumé un feu d'une envergure interdite. On va appeler les flics et vous envoyer au poste. Vous allez payer une amende. » Et papa a dit calmement « Non, s'il vous plaît, j'ai la gamine. On va tout éteindre et rentrer à la maison. Ne nous mettez pas d'amende. » Et là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse la gamine au maximum pour qu'il nous laisse tranquilles et j'ai dit « S'il vous plaît, on promet qu'on va tout éteindre et on donnera l'argent du cuivre à maman. » Ils nous ont regardés et ont dit « Bon, foutez-nous le camp d'ici. » Et ils sont partis. Et puis, nous sommes allés au point de rachat de ferraille qui venait d'ouvrir pas loin et on nous a donné une belle somme. Papa a bu un peu sur le chemin de la maison. Je portais un pot de confiture et je mangeais en marchant, la bouche noire et les mains noires. Et quand nous sommes rentrés à la maison et avons donné l'argent à maman, elle était toute contente et a demandé « Mais pourquoi vous sentez le feu ?» Il est très beau. Par exemple. Très beau et en même temps on sent quand même un truc un peu sous pression. Mais c'est l'extrait d'une époque. Quoi. C'est... Ouais. J'adore. Morceau blanc, une revue littéraire de 23. Pour le coup, là, moi, je le connais pas du tout. Là, ça, c'est un poème à toi, c'est pas une traduction ? C'est pas vraiment... Enfin, c'est plutôt un texte en prose, pour le coup, qui Ok. est né d'une invitation d'Aurélie Olivier pour Les Parleuses. Donc, Les Parleuses, c'est un projet consacré au patrimoine littéraire qui invite des autrices vivantes à écrire sur leur relation à une autrice décédée ou oubliée. Et donc j'ai fait le choix d'écrire sur Yanka Diagileva, qui était une poétesse, chanteuse de punk en Sibérie dans les années 80. Encore le punk. Mais un punk folk, un punk très doux en fait. Un punk, quand les occidentaux écoutent, ils comprennent pas que c'est du punk et on dirait du folk, mais en fait dans la rage et dans le nihilisme, enfin dans l'esprit de nos futurs que ça transportait, dans la façon dont c'est décrié aussi par... voilà, un rock un peu plus bourgeois, un peu plus même dissident, conventionnel, ça a vraiment la valeur du punk dans la société russe de l'époque, enfin, et même au-delà. Mais voilà, donc je m'égare, et donc en tout cas c'est un texte que j'ai consacré à cette poétesse, mais où je parle aussi de mon rapport à elle, des dates historiques qui font qu'on se croise ou qu'on ne se croise pas. Elle est née en 1966, qui est l'année de naissance de mes parents. Elle est décédée en 91, qui est l'année où j'ai quitté l'Union soviétique, quelques mois avant qu'elle s'effondre. Et elle est morte quelques mois avant que l'Union soviétique s'effondre. Et donc il y a ces croisements de dates qui cadrent le texte et qui provoquent une forme d'enchevêtrement. Je crois que je vois. Et il y a quelques extraits de traduction qui font partie du texte. Je la traduis un petit peu. Et je continue à la traduire pour les éditions Zoem d'ailleurs, pour lesquelles je vais faire un livre. On a même des scoops ici. Venez sur un grain de lettres. C'est pour bientôt.
tu sais, ou alors Il faut que je finisse. ou peut-être que même la question est prématurée. J'espère que c'est pour bientôt, mais j'ai pas fini. C'est la hâte. Donc je fais quoi? Je lis un extrait? Est-ce qu'il y a un extrait qui nous fait entendre et qui te plaît et que tu as envie de lire? Après, Je prends un peu de cours, mais je vais lire. non, mais sinon on l'a vu aussi. C'est une revue qu'il est possible de commander, par exemple, pour les gens? Oui, mais il est presque épuisé, je crois. Donc, alors précipitez-vous, je mettrai un lien en description. Mais on peut l'écouter sur le site des Parleuses, ce texte. J'essaye de trouver un petit extrait. Si ça vient pas, c'est pas grave. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai quand même envie qu'on parle bien de Intime troisième personne du pluriel, qui est un texte très fort que tu viens de publier, qui vient de paraître aux éditions des Lisières. Hop, on va le montrer là. Et je vais faire... attends, on va préparer la miniature avec la totale. Tac, c'est le moment de sourire. Parce qu'après, moi, tu sais, je suis une flemmarde, je vais juste faire un screen. Et puis comme ça, de la table, pam, pam. Tac, ça c'est pour nous. Et en fait, c'est assez logique et en même temps assez surprenant comme texte, parce que tout à l'heure je parlais des misères et des malheurs. Intime, c'est un texte à trigger warning, mais on avait déjà eu ça avant, qui est particulièrement intense, je trouve, dans tout ce que tu peux faire, et qui est déjà surprenant, on va dire, dès ce titre, dont j'ai eu tous les dessous tout à l'heure, mais voilà, Intime, il faut vraiment ajouter troisième personne du pluriel, ça n'était pas son titre initial, je crois. Et d'ailleurs, je sais même pas, toi, si t'avais un titre de travail, j'imagine, comment tu en es venu à ce texte et quelle est son histoire? Et après, je te ramène au titre si ça vient pas. Alors, non, mais alors le titre, peut-être pour commencer par là, okay, mon titre initial, que le texte a eu assez longtemps, parce que je l'ai écrit il y a quelques années, je l'ai écrit en 2020-2021, et puis il a eu besoin d'un peu de temps de décantage. Ouais. Donc le titre initial, c'était Tu te souviens des phrases, et c'est aussi la première phrase du texte. Parce qu'il s'est construit comme ça, parce qu'il s'est construit à partir de souvenirs, de phrases entendues par la narratrice en russe, avec lesquelles elle s'est construite. Et donc, un peu comme je disais tout à l'heure, dans une forme de dialogue entre tu et tu, elle s'interroge elle-même, enfin, elle revient sur sa construction, elle revient sur des moments de sa construction, et sur la façon dont elle intériorise, en fait, dont elle a intériorisé des phrases qui l'ont accompagnée, qui venaient de sa mère, de sa grand-mère, de son père, de son grand-père, de la culture d'origine, de sa culture russe d'origine, des phrases qui étaient transmises à son insu, je pense, qui étaient transmises à l'insu des personnes qui les prononçaient, je veux dire, et qui concourent à former ce que c'est une culture, au sens négatif du terme, c'est-à-dire aussi un système d'oppression qui nous façonne par un ensemble de choses transmises non désirées, transmises sans possibilité d'émancipation. Qui enferme. Et qui enferme complètement, bien sûr. Et pour l'expliciter, quand tu dis, comme tu l'évoquais tout à l'heure, je pense que c'est par rapport au fait d'avoir un intertexte avec Nathalie Sarraute, par exemple. Donc, faut peut-être rappeler que Sarraute est d'origine russe. Aussi. Mais finalement, c'est presque un détail sur ce que tu racontes. Dans Enfance, notamment, donc on a ce dialogue que tu évoques, un peu cette structure présente, mais aussi cette question donc, des mots qui sont comme des fardeaux pour la petite fille narratrice. Et là, c'est tout ce que tu dis comme ça de ces mots. Effectivement, on le trouve chez Sarraute, mais c'est quand même assez différent d'Enfance. Ça... Il y a aussi un texte qui s'appelle Tu ne t'aimes pas de Sarraute. Oui. Celui-là, je ne le connais pas alors. Qui est un texte, une forme de dialogue théâtral, mais complètement déconstruit, enfin complètement fou, avec juste plusieurs voix. Et où c'est vrai que c'est. Moi, je me souviens, il fait quand même d'une narratrice cernée comme ça par un dialogue interrogatif sur son rapport à elle-même, en fait. Et je crois que je l'ai lu il y a très longtemps, ce texte, mais je crois qu'il m'a marqué assez profondément et j'y repense souvent et que c'était un peu
je crois, une référence sous-jacente. Ah, mais je vais aller voir. Et le titre, alors ce titre, donc tu parlais de tu te souviens des phrases en première phrase, en titre de travail finalement. Donc le titre est très très particulier parce qu'il joue sur un substantif, un verbe, un adjectif. Enfin, donc on va du côté du verbe, on n'entend pas forcément le verbe. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce titre pour arriver de tu te souviens des phrases? Non mais je sais ce qui s'est passé, mais je veux que tu le racontes. Non, mais Parce alors... que tu me l'as raconté tout à l'heure, c'était vraiment passionnant, le dialogue que tu as eu avec ton éditrice, je crois. Donc avec mon éditrice Maud Leroy, alors, mais qui pour le coup... Je suis un peu artificielle, alors là, Qui boum. n'aimait pas du tout, tu te souviens des phrases, enfin en tout cas qui ne voulait pas que ce soit le titre du livre. C'est un peu long pour un titre. Bon, et donc on a eu une phase d'errance assez longue. J'avais très peur, j'avais l'impression qu'on n'arriverait jamais à se mettre d'accord. Et voilà, au terme de cette phase d'errance est arrivé Intime à un moment qu'elle a proposé. Et effectivement, bon, la première chose qu'on entend, c'est intime au singulier, adjectif au singulier, assez galvaudé actuellement, très utilisé. Donc c'est un peu ça qui me faisait douter du titre. J'avais proposé honte intime. Donc on avec le pronom personnel on. Mais j'aimais bien parce qu'on entendait aussi la honte dedans et que je pense que la honte est un moteur assez important de ce texte. Et puis elle n'aimait pas parce qu'il y avait un jeu de mots et qu'elle n'aime pas les jeux de mots. Moi j'adore les jeux de mots. Enfin, je trouve que c'est pas des jeux de mots. Donc c'est juste la langue qui génère ça. Mais en tout cas, elle voulait pas. Et du coup, on était... Voilà, je sais pas, on avait pensé à intimation, mais... Puis finalement, on revenait tout le temps sur intime. Et donc elle a proposé qu'on mette troisième personne du pluriel en sous-titre, que ça fasse partie du titre pour que... à l'oral, ça soit très clair. Ouais. Mais je me rends compte que les gens ont toujours du mal à percuter. Donc on me dit très souvent intimement. Et rajoute une syllabe. Enfin, et je suis là, c'est pas du tout intimement, ça n'a rien à voir. Et, et donc, mais oui, elle a vu juste parce que c'est effectivement complètement ça qui est en jeu dans le texte, et c'est la façon dont les autres occupent, colonisent, gardent, veillent sur notre intimité. Enfin, c'est quand même... oui, enfin, je pense que c'est quelque chose de l'ordre d'une occupation de l'intime par la voix des autres, par la voix de la culture, de la société, du patriarcat, de la famille. Oui, puis des ordres, quoi. Oui, des ordres, des injonctions, de l'ordre aussi, en fait, de l'ordre assigné, de l'ordre hérité, parce que c'est un ordre genré. L'ordre genré soviétique était très 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 normatif, très très quadrillé, et donc en tant que femme, comme en tant qu'homme, il fallait filer droit, et on avait un cahier des charges très précis à remplir, en fait. Et disons que ça a l'avantage de la clarté, mais c'est le seul, quoi. C'est mon sens de la litote. Et alors ce cahier des charges, il est explicité par des titres et bas de page courants à partir de la page 11 qu'on n'a pas avant, et qui va se trouver aussi donc, sur des jeux polyphoniques dans l'ensemble du texte, et donc même jusqu'à ces jeux de titres courants et de bas de page. Et même des jeux de polyglottes, c'est-à-dire qu'on a des passages en russe avec leur traduction, qui sont toujours des ordres donnés, en même temps que se passent des choses qui qui rompent en fait finalement l'espèce d'image lisse et le mythe, peut-être pas d'une égalité déjà là, mais d'un monde qui irait bien, c'est-à-dire qu'en fait s'il y a une contradiction ou souvent une coïncidence plutôt peut-être aussi entre les ordres et des violences qui sont subies. Et la façon dont finalement la culture va reproduire, renforcer des violences, amener, favoriser et légitimer. Des violences singulières individuelles, mais qui pour le coup, dont la dimension systémique est clairement montrée, jusque
justement dans ce repli de l'intimité qui n'est pas en fait une intimité de l'ordre d'une singularité ou d'un fort intérieur qui serait fort, qui serait privé, mais qui est complètement traversé. Envahi, ouais. Et, et qui finalement explique le monde, alors en commençant avec une deuxième personne qui est extrêmement chou, qui est très attendrissante. Enfin, par exemple, à 8 ans, tu étais tombée en amour de la commissaire Julie Lescaut. Tu imaginais trouver son adresse, lui écrire, avouer tes sentiments, l'attendre en bas de chez elle, la rejoindre sur une enquête, démasquer des criminels. Tu aimais le personnage, pas l'actrice, tu lui vouais un amour sincère et ridicule. C'est hyper mignon, et en même temps c'est hyper juste, et le tu donne à la fois quelque chose qui est très individualisé, parce que tout le monde n'avait pas 8 ans en tombant en amour de Julie Lescaut, mais dans lequel on se projette, et je pense que dans lequel n'importe quel lecteur, lectrice, lectrice se projette aussi, tu vois. Et là, ce tu... alors j'arrive même plus à... il parcourt le recueil, qui pour le coup a une dimension comme ça un peu narrative, un peu chronologique, et qui construit comme un archétype d'une féminité qui commence, enfin d'une féminité, d'une petite fille qui devient une femme et qui, à travers ses expériences qui sont globalement archétypales, extrêmement individualisées, et qui est le lieu d'un conflit entre ses discours sociaux elle-même et elle-même en réaction à des violences qu'elle peut subir. Et je sais pas si je suis claire en le décrivant. Et ça a quelque chose en tout cas, qui m'a vraiment attrapée quand je l'ai lu. J'aurais peut-être dû dire que je t'avais déjà entendu lire un des textes chez Mona dans les lectures qu'organisait Chloé Delhomme à la Cité Audacieuse. Et je t'avais dit après, PLS total. Enfin, genre, quand est-ce que ça paraît, etc. C'était encore inédit. C'est un texte qui m'avait beaucoup marqué parce que tout à l'heure on parlait de la radicalité par exemple du punk. Bon, il faut aussi parler de sa précision et de son acuité parce que c'est tout ça qu'il y a dans ton texte. Peut-être qu'on va lire un extrait. Est-ce qu'il y a un extrait qui te fait plus envie Alors, on continue dans les trigger warnings ou pas, mais moi je me suis donné un petit passage sympa. Si tu veux que je lise quelque chose de dur, je peux. C'est un recueil qui est assez dur, mais qui est aussi très réconfortant. Tu vois, je suis très contente que tu dises ça, parce que j'avais peur qu'il soit seulement dur et que les gens aient plutôt envie de le repousser ou de. Mais je pense qu'après, j'aimerais qu'on parle un peu de la difficulté que c'est d'écrire de la douleur et d'écrire vraiment la douleur, mais sans forcément être dans le dolorisme. Tu vois, parce qu'il se passe pas que ça, parce qu'en fait, quand on a mal ou quand on subit une violence, on fait pas que subir une violence, on n'est pas que la violence que l'on subit. Et en fait, et là, il s'agit pas de subir des violences, il s'agit de représenter des situations qui sont pas. C'est pas une écriture qui est un exutoire, c'est une écriture qui permet un partage. Et ça, c'est très différent. Par ses effets de reconnaissance, notamment. Mais je pense qu'on va y revenir. Si tu peux laisser le temps de trouver une page qui te plaise. Et je me sens vraiment en vrac dans le sens désordre là depuis tout à l'heure, mais je crois que ça suit son train en même temps. Ça peut être le début si tu sais pas. Et c'est un livre qui commence à faire son chemin. Je vais prendre le début. Mais c'est bien les incipits. Tu te souviens des phrases. Tu étais enfant, puis à la lisière de l'enfance, à l'orée de l'adolescence, puis tout à fait dans l'adolescence. Что смотришь в зеркало? Что ты надеешься там увидеть? Qu'est-ce que t'as à regarder dans la glace? Tu espères y trouver quoi? Tu étais la petite fille trop petite qui se prenait pour un garçon. Tu portais un jean et de vieilles baskets. Tes cheveux
une crinière coupée court. Des poils blonds se mirent à pousser entre tes jambes. Sous tes petits tétons, cela commença à gonfler. On aurait dit des piqûres de moustiques, puis une allergie aux piqûres de moustiques. Ça enflait, c'était rouge. On te racontait des histoires d'amour. Ta mère, ta grand-mère aussi. Elles n'étaient pas très heureuses, les histoires. En Union soviétique, il n'y avait pas eu Hollywood. L'amour était souvent indélicat et ridicule. Il avait lieu sous des herbes hautes, l'été, dans la campagne autour des dachas. On nageait dans les lacs, on tombait dans les buissons d'orties, on se faisait piquer par des insectes. Il y avait des histoires cocasses, des vélos volés, du lait avalé par des voisins alcooliques, du lait de bébé. Après l'amour, venaient les bébés. Ta place dans ces histoires d'amour, tu ne savais pas bien. Tu croyais être un petit garçon, perdu, dans un corps de fille. Voilà, et puis pour des passages un peu plus injonctifs, puisqu'on en a Parce beaucoup qu'on parlé. évoqué, Ouais. Oui, mais ils ne le sont pas tous. Chez les garçons, tu étais attiré, non, sidéré, par la force. Tu aimais bien le chanteur d'Ayam et les rappeurs à tête rasée et capuche dans les clips. On t'expliquait qu'un jour, tu serais regardé, tu serais choisi. Un regard mouillé d'amour se poserait sur toi. On te disait « Nilzia Jamaradov Chiravika Abidit ». Tu ne peux quand même pas froisser le jeune homme. « Mouchine ou smouchet Nilzia ». L'homme, on n'a pas le droit de le vexer. Les hommes inspiraient la crainte. Surtout ne pas les froisser, ne pas les offenser. Les femmes obtempéraient. Elles étaient toutes petites. Leurs utérus saignaient une fois par mois. Tirpi, supporte-le. Тебе de терпеть. Tu dois le supporter. Больно, потому что много грязи скопилось внутри. Ça fait mal, car la saleté s'est accumulée à l'intérieur. Женский аппарат очищает себя. L'appareil reproductif féminin se nettoie. La première fois, tu passais le week-end chez ton père. Tu as emmailloté les serviettes puantes avec du papier toilette, puis les as enveloppées dans des sacs en plastique, glissées dans une poche séparée de ton sac à dos pour reprendre le train avec. 200 kilomètres de route avant de les jeter à la poubelle. Tu ne pouvais tout de même pas demander une poubelle à ton père. Stidno. Никогда никому не говори. C'est la honte. N'en parle jamais à personne. Мужчина не должен видеть. L'homme ne doit pas voir ça. Какая неженка. Quelle tendrette. Ça me fait remonter au moins 5 souvenirs d'enfance et d'adolescence en même temps. C'est notre commun. Voilà. Mais c'est ça, c'est toute la force de ton texte, et en même temps sa douceur, et la douceur transparaît encore plus quand tu le lis. De signifier ce qui est présenté comme une fatalité, et en même temps ton écriture désamorce cette fatalité, parce que on sent, et là, notamment le fait que le texte soit polyglotte, opère des effets de mise à distance, tu vois. Parce qu'ici, dans ce texte-là, le russe, est la langue du discours intégré, et qui dit en même temps que voilà, ça aurait pu ne pas être, en fait. Toute cette dimension arbitraire d'un discours, ça rappelle que c'est un discours. Le fait que ce soit une autre langue. Pas le fait que ce soit le russe, le fait qu'on change de langue. Bon, on pourrait aussi parler de la violence intrinsèque à la langue russe. Alors, ça je n'oserais pas le faire. À la violence patriarcale qui est charriée par la construction de la langue elle-même. Enfin, on pourrait aussi parler de ça. Il y a des choses au niveau... je le sais moi pour les patronymes, mais j'avoue que j'ai aucune connaissance en russe. Ouais, il y a des choses parce que, par exemple, on entend le genre de la personne qui est désignée dans les adjectifs qui vont être... donc, par exemple, il va y avoir un A, et donc, voilà, donc on peut... donc le A souligne la féminité de façon générale. Enfin... ça t'est rappelé, ça t'est martelé en permanence. Ouais. Ça
fait une assignation qui n'est pas Et légère. puis, il y a un ensemble de... Voilà, il y en a un certain nombre d'expressions dépréciatrices, d'évidence de la langue de tous les jours qui sont entrées dans le texte. Il y en a énormément d'autres, de proverbes, de petites phrases que j'avais collectées qui ne sont pas dedans. Mais globalement, il y a quelque chose de très dépréciatif, de très violent vraiment dans le discours sur les femmes, dans la façon dont on parle des femmes, plus violent qu'ici, encore plus violent. C'est pas peu dire. Ouais. Mais parce que ici la violence fonctionne différemment, parce qu'elle est plus feutrée, parce qu'elle est plus euphémisée. Elle n'en est pas moins violente, mais elle est... Ah non, elle est moins affichée. Ouais. Mais de toute façon, on a des stratégies d'occultation. Très clairement. Et là, je parle comme moi, je suis en train de fatiguer. Le texte, notamment par cette dimension bilingue, montre les réactions aussi à ces violences, et des réactions qui sont aussi drôles, à plusieurs reprises, parfois l'incongruité, par les réponses, par le côté à côté, enfin je pense à la scène de l'accouchement, où les réactions qui ne peuvent pas forcément être dites, mais notamment à la violence médicale, sont assez... j'allais dire outrancières. Je pense pas qu'elles soient outrancières, je pense qu'elles sont... qu'elles peuvent représenter quelque chose de l'intensité d'un moment comme une violence obstétricale, mais elles sont en même temps très drôles dans la répartie ou des choses comme ça. C'est peut-être pas ce moment-là que tu pensais plus quand je t'ai dit que le texte m'a fait rire. Il m'a fait rire à plusieurs reprises, mais notamment à celui-là. Mais c'est vrai que oui, mais parce qu'à ce moment-là, à un moment, on rentre vraiment dans du grand délire. En fait, on rentre vraiment dans quelque chose de complètement grotesque, voire grand guignolesque. Je n'osais pas le dire à ce point-là, mais oui, il me semble bien. Mais bon, ça pour le coup, je l'ai vécu. Voilà, j'ai eu un accouchement extrêmement violent et traumatique, mais à l'issue duquel, 1 heure plus tard, on m'a demandé de remplir une feuille et une enquête de satisfaction et d'évaluer ma confiance. Avec un QR code, j'imagine. Bon, donc, voilà. Bon. Il y a des choses, il faut quand même les écrire pour en garder trace, quoi. Et là, les effets de réponse et de disproportion, en tout cas dans le texte, vont amener une violence extrêmement intense, mais à laquelle répond pas forcément de la violence, ou un comique qui devient une violence, ou dans ce grand guignol, le comique à sa place, où les réactions à la violence peuvent aussi être du comique, ou un comique dérisoire dans cette scène d'agression sexuelle dans le train. Enfin, je fais du coq à l'âne un peu trigger, mais où la réaction du personnage adressé à cette agression sexuelle, et aussi, le texte va aussi souligner la dimension dérisoire de ces réactions ridicules, sans atténuer le pathos et la violence, mais parce qu'en fait, ce ridicule, il est aussi intégré par le personnage, mais il est aussi un peu drôle, parce qu'en fait, on rit de soi-même en riant avec le personnage. Je sais pas si je suis claire en disant ça, mais ça mène des espèces de dimensions extrêmement subtiles à ce comique, grand guignolesque, certes, à certains moments, mais ce grand guignolesque, il est pas... il est subtil aussi, où ses fonctions sont subtiles dans le texte. Il y a une grande banalité, je crois, des situations décrites, et que c'est aussi ça qui fait que le ridicule, le comique, le pathétique, je pense, en font partie. Je crois que j'avais commencé, donc la scène dont tu parles, cette scène d'agression sexuelle dans un train, alors que la narratrice a 12 ans. Comment ? C'est bien de le préciser, je l'avais pas fait. Mais c'est vrai que j'avais commencé à l'écrire en travaillant sur la zone grise, en fait. Et puis, assez vite, dans la plupart des discours féministes, la plupart des discours féministes se sont positionnés en disant que la zone grise n'existait pas, et en parlant beaucoup plus clairement de culture du viol. Et voilà. Et je trouve que MeToo a quand même été probablement l'un des seuls, ou le seul,
événement salutaire des dernières années. Et donc le texte s'est écrit à cette époque-là et a donc aussi été accompagné de tout un tas de pensées, de textes d'autres autrices qui s'écrivaient, ou de prises de parole, de témoignages. Je veux dire, je ne peux pas abstraire le texte de son époque d'écriture ou des mots que j'ai pu poser à ce moment-là que je n'aurais probablement pas pu poser si... Sans tout ça. Ouais, probablement pas. Aussi parce que il y a quand même eu un moment où la définition du viol en France, la définition juridique du viol en France a changé. C'est-à-dire que le consentement ne fait toujours pas partie de la définition, mais on était, je crois, passé de pénétration forcée à contrainte, surprise. Contrainte, menace, violence et surprise. Contrainte, menace, violence et surprise. Et en fait, quand je faisais des recherches préparatoires, quand je travaillais sur différentes versions du texte, à un moment, les différentes définitions juridiques du viol dans différents pays en faisaient partie du texte. Et quand cette définition a bougé, de me dire, ah ouais, en fait, maintenant c'est des viols, mais ils n'auraient pas été catégorisés comme tels à l'époque. Et donc, il y avait aussi cette chose-là dans l'écriture, en fait. Donc, comment des situations vécues avec une grande banalité, ou parce que tout le monde nous a dit que c'était des choses qui arrivent en tant que femme, en fait, c'est juste que c'est des choses qui arrivent et qu'on se construit avec, et commencer à être renommées. Et donc, qu'est-ce que la langue en fait? Et finalement, dans le texte, il n'y a pas de dénomination de ça en tant que violence obstétricale ou agression sexuelle. Il y a des choses qui sont décrites. C'est ça. Et que là, moi, clairement, j'ai ressenti comme des violences et que dont je te parle avec des violences, mais qui ne le sont pas à ce moment-là, mais qui sont aussi décrites. C'est ça. Et il y avait... le mot viol faisait partie du texte, et puis finalement n'en fait plus partie, parce qu'effectivement, il y a plutôt juste cette observation assez clinique, assez objective de différentes scènes. Et puis, au lecteur d'en faire ce qu'il ou elle veulent, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose selon qui lit et selon les passages. Oui. Oui. Je sais pas si tu veux gloser là-dessus. Pas la peine. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé vraiment très attrapant, tu vois, très saisissant, c'est à quel point donc ce sont des violences qui sont intenses et banales en même temps, parce que l'écriture en montre l'intensité, notamment le caractère poisseux par la honte. Et c'est un texte qui attrape parce qu'il n'oublie pas tout ce qui fait violence dans la violence, en fait. Et en même temps, cette violence-là n'est pas précisée en tant que telle, catégorisée en tant que telle dans les textes. Elle va être donc parfois un effet de lecture ou un effet d'époque, tu vois, dans ce que tu disais. Mais elle est aussi à la fois rapprochée du lecteur et en même temps comme mise à distance par cette adresse, par le tu. Par par sa dimension littéraire, par les effets de typographie, les retours à la ligne assez fréquents. Aussi, je ne l'ai pas bien précisé, il y a un moment où par exemple l'imposition comme ça d'un discours social se fait donc par le titre courant et le bas de page, qui est un ensemble de textes composites de comment être une bonne épouse. Enfin, je sais d'ailleurs. Je peux en lire un petit peu. C'est assez drôle en plus. Ouais, oui, c'est drôle. Et ça fait des effets de réponses qui sont glaçants, mais aussi assez drôles. Oui. Les deux en même temps. C'est un peu ce que je voulais, ouais. Ben, ça marche. Ça marche très bien. Donc, je vais en lire un peu. C'est super dur à expliquer. Je commence à m'empatouiller. Une femme doit demander conseil à son mari avant chaque décision et s'enquérir de son avis en toutes circonstances. Et une femme ne doit jamais rien garder au secret et ne jamais porter de charges lourdes, car le ventre des femmes et le poisson et le caviar et le chou, obligatoirement lavés et répartis dans des plats, et les plats bien lavés et soigneusement nettoyés et sans saleté ni moisissure, et une femme rend visite seulement
aux amis autorisés par le mari, et pour rendre visite ou pour recevoir des amis, la femme doit mettre sa plus belle robe et rester à jeun en toutes circonstances. Car un mari ivre, c'est malheureux, mais une femme ivre n'est bonne à rien en ce monde. Et chaque jour, la femme demandera son avis au mari, des conseils pour toutes les choses du foyer, et il lui dira comment se comporter, et avec les invités. Et tout membre des jeunesses communistes a le droit et le devoir de satisfaire ses besoins sexuels, et toute membre féminine des jeunesses communistes se doit de l'accueillir correctement, autrement c'est une bourgeoise, et demander au mari qu'en rendre visite à des amis, et inviter seulement ceux que le mari aura autorisés, et par les travaux d'aiguille et tenues de la maison, comment tenir son foyer, et quelles activités convenables, et ce qu'elle ne sait pas, elle-même, elle le demandera aux jeunes épouses, poliment et avec courtoisie, car ce n'est pas dans la cage d'escalier qu'elle entendra un récit utile sur la tenue convenable du foyer et la vie décente des épouses. Et si elle ignore quelque chose d'utile, elle demandera poliment, et on lui répondra aimablement. Elle a envie de me pendre et entendre ça. Et ça, ce sont des vrais textes. Alors ça, ce sont des vrais textes, donc c'est essentiellement issu de Domostroy, qui est un manuel donc du XVIe siècle traitant de la gestion de la vie domestique russe, qui s'adresse surtout en fait au père du foyer pour lui apprendre à tenir son foyer, sa femme et ses enfants, et où clairement dans cet endroit-là, ta femme tu châtiras et donc c'est un manuel qui est donc assez ancien, donc, qui date du XVIe siècle, mais qui est pas mal remis au goût du jour par les féministes russes aujourd'hui, parce que on y retrouve en fait toutes les prémices de à la fois de la culture patriarcale, orthodoxe, autoritaire, qui est donc en collision avec le pouvoir russe, vu que Poutine fait des lois avec le patriarche Cyril, qui est lui-même un ancien copain du KGB. Mais moi, j'y retrouve aussi, en fait, des choses qui étaient intériorisées et présentes dans mon éducation, qui n'ont jamais été nommées comme telles. Mais c'est vrai que, voilà, c'est comme si je retrouvais la langue source de quelque chose... ça vient de là. De culturel qui se transmet complètement inconsciemment de génération en génération, d'où les légumes obligatoirement lavés et le chou. Enfin voilà, des choses assez quotidiennes, mais en fait assez contraignantes de la transmission culturelle, et qui vont avec un ordre, une police du genre, en fait, quelque chose de très normé, de très injonctif. Et... il y en a un peu moins dans cette version du texte, il y en avait un peu plus dans les versions précédentes, mais donc il y a aussi un certain nombre de textes de propagande, du coup, là il y a des brochures communistes des années 20 en fait, dont on a entendu un extrait, qui disent la même chose en fait. Et voilà, parce que c'est beau le progrès, quoi. Voilà, et donc comme on aime bien... en Occident, percevoir l'Union soviétique comme particulièrement progressiste sur le plan de l'émancipation des femmes. Voilà, donc j'avais une version un peu plus théâtre de ce texte, enfin, ou une version où il y avait quelques images de ces brochures-là, et qui étaient éditées par le régime bolchevique, sur, pour le coup, ça s'appelait l'ordre genré, ou la vie sexuelle, ou comme, voilà, avec... c'est très très clair. C'était très clair, très normé. Et oui, parce que là, on a du côté stéréotype, folklorisant, vraiment l'idée d'une liberté sexuelle qui suit la révolution de 17. Si ça a duré, c'était très très court, quoi. Et a priori, plutôt pas, quoi. C'est ça. Bon, après, moi, je vais dire, je fais partie des grandes optimistes qui pensent que quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche, mais ça, c'est... Ça, au moins, je veux dire, j'avais pas beaucoup d'illusions, quoi. Voilà. Mais très très marqué notamment par le passage de si tu le fais pas, tu es une bourgeoise, qui t'explique que voilà, s'il y a une propriété commune, de toute façon tu es une propriété, donc tu vas devenir commune. Mais bon, qu'on peut entendre dans la bouche française. Bien, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi ça résonne aussi avec des choses très françaises, oui. Ah, c'est... Mais tout comme ce qu'il est aussi un peu question du milieu punk dans le texte, qui sous ses dehors de milieu émancipateur, un milieu extrêmement sexiste, où les violences sont extrêmement banalisées, en fait.
Enfin, Ovidie, on parle très bien de ça, par exemple. Et ça, il y a plusieurs... Il y a comme ça toute une espèce de traversée aussi, donc avec l'adolescence, la vie de jeune adulte, de ce tu du milieu punk, et où c'est quand même effectivement pas très safe, mais où la transgression étant la norme, comme la violence étant la norme, c'est ça. il n'est plus possible de dire quoi que ce soit. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui enferme en fait. Mais avec aussi cette question qui va... C'est pour ça que j'ai trouvé très très important le passage que tu as lu qui est au début, de ne vexe pas ton mari, etc. Parce qu'en fait, en vrai, ces discours sociaux, ils disent ce qu'il faut faire, mais en réalité, d'emblée, on annonce que si on ne le fait pas, il y a une menace de violence et de coups. C'est ça qui est dans le ne vexe pas ton mari. C'est d'emblée une menace qui ne va pas se préciser. Quand je dis de violence ou de coups, d'ailleurs, je la précise et je ne devrais pas. Mais c'est d'emblée menaçant, en fait. Parce que ce qui va avec l'injonction, c'est la menace de la transgression. Et s'il y a une transgression qui n'a pas de menace, c'est pas par exemple celle du punk, si le moment transgressif, si quand tu transgresses, tu ne te mets pas en danger, c'est que tu n'es pas en train de transgresser, c'est que tu es en train d'abuser d'une liberté que tu t'octroies. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Je pense que je vais le mettre dans le truc que je suis en train d'écrire, que je t'évoquais tout à l'heure. Mais tu vois, sur ça. Et c'est là que, tu vois, ce qui est très, très, très... il me semble que ce qui est très rangé d'un côté et qui semble transgressif de l'autre, voilà, tant qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas... C'est pas du tout comme ce que tu nous disais sur Lida Yusupova dans Verdict, où là, au moment politique militant, il y a une vraie mise en danger. Moi, mais je veux pas que les gens se mettent en danger, je veux dire, j'arrête pas de dire que le confort c'est bien, mais en tout cas, si on veut parler de transgression, est-ce qu'il y a une mise en danger qui accompagne cette transgression ? Ouais, non, complètement. Et il y a aussi quelque chose d'un peu plus perfide, que j'essaye de saisir dans le texte, qui est on entend un petit peu dans ce que j'ai lu, donc il ne peut quand même pas froisser le jeune homme, ne pas offenser les sentiments. Fais pas ta mijaurée. Non, mais cette dimension quand même de manipulation émotionnelle et d'emprise au nom de la prise en compte des sentiments d'autrui. Qui redirige l'empathie. Voilà, c'est ça, cette espèce de renversement de l'empathie qui devient une négation de soi au nom des sentiments des autres. Et je le rapproche en fait dans le texte de la condamnation des Pussy Riot en 2012 et donc de cette prière punk très salutaire dans l'église du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Elles ont été condamnées à 2 ans de goulag pour avoir offensé les sentiments des croyants. Et pendant des semaines et des semaines, il y avait des articles dans la presse qui parlaient des sentiments offensés de tous ces gens qui avaient été blessés dans leur fort intérieur parce qu'elles avaient exactement ce qu'on a voulu nous faire croire avec la passerelle au moment des JO là. Avec la passerelle et la scène de la Seine pendant les Jeux Olympiques et la cérémonie de Thomas Joly. On a essayé de nous faire croire qu'il y avait une offense et que les gens étaient malheureux. Il faut arrêter, quoi. Tout à fait. Donc, il faut tout à fait. Et donc c'est exactement cette argumentation qui a été mise en avant en Russie il y a 12 ans et la Russie en est là où elle est aujourd'hui. Donc exactement, tout à fait. C'est important de le rapprocher, quoi. Voilà, mais... Parce que franchement, les gens, tu lisais Twitter, Thomas Joly, il devait déjà être au goulag. Hein. Et c'était pas un problème. Hein. Moi, en plus, j'ai trouvé que la scène était bien. Mais ça un autre. Mais voilà. Mais donc, c'est vraiment... Mais c'est vrai, voilà, qui rejoint un petit peu la réflexion sur les limites que j'avais au moment d'exploration du flux. C'est-à-dire que par exemple, quand on dit à quelqu'un « je ne peux pas t'aider, tu touches à mes limites », qu'est-ce que c'est ces limites ? C'est quoi les limites de notre corps ? C'est quoi les limites de notre capacité d'accueil ? Et similairement, jusqu'où est-ce que les sentiments des autres ont le droit de prescrire... de prendre le pas sur les autres. Enfin, voilà, bon. Et d'entrer dans notre intériorité, voilà, ou nos libertés fondamentales. Tout ça. Et ça fait un texte qui est assez révoltant, mais pas parce qu'on se révolte contre toi, parce qu'on a envie de se révolter en le lisant, et ça aussi c'est salutaire, et en ça il est émancipateur, par cette réaction qu'il provoque. Enfin moi en tout cas, j'étais comme une pile en le lisant. Comment tu t'en es sorti pour écrire tant de violence ?
bah ça c'est quand même dur à écrire. En se protégeant soi, peut-être d'ailleurs que t'as pas réussi à te protéger. Non, j'avais l'impression de me faire casser la gueule par le texte. Plusieurs fois. Je l'ai écrit beaucoup en résidence, donc en étant enfermée avec. Ouais. Et des fois, en fait, j'étais recroquevillée à un bout de la pièce, incapable de toucher le texte, incapable de le rouvrir. Enfin, il y avait quelque chose d'extrêmement violent dans les choses qui sont surgies, en fait. Okay. Et qui, en partie, dont un certain nombre ne font plus partie du texte aujourd'hui. Mais voilà, disons que le tout, parce que c'est vrai que ça a été un condensé de violence. J'espère qu'il ne se lit pas que comme ça et qu'on n'a pas juste l'impression de se faire casser la gueule. C'est pas quelque chose que je souhaite, mais j'ai pas trop pensé au lecteur en l'écrivant, je dois dire. J'ai pas du tout pensé au lecteur. Et donc ça me fait assez bizarre qu'il soit lu maintenant. Mais disons qu'il y avait quelque chose d'insoutenable pour moi aussi vraiment, et longtemps j'ai pas su quoi faire de ce texte. Il touche un paroxysme parce qu'il montre comment la violence peut atteindre en fait, et jusqu'où elle atteint, exactement. Et d'une certaine manière, cette question-là de la violence, j'ai l'impression qu'elle traverse quand même souvent ton œuvre à bien des niveaux, et aussi dans les textes que tu choisis de traduire. Et tu l'apportes pas du tout avec ce qui pourrait s'apparenter, je vais dire un gros mot, à un male gaze ou à une forme de complaisance pour cette violence. C'est vraiment tout l'inverse. Et si toi tu portes une attention, ça va être non pas au mal, mais au mal qui peut être fait et à qui le mal est fait et ce qui se passe depuis ce mal et en dépit de ce mal. Et c'est le en dépit peut-être et tout ce qu'il peut y avoir de vivant, de debout, on parlait aussi du rire ou quoi, qui fait partie de ce mal, qui peut d'ailleurs faire partie aussi de la honte qui arrive parfois, ou l'accompagner, mais qui fait que ça va peut-être des fois qu'à un cas, mais ça va quoi. Voilà, ça, en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'en ai alors je suis un peu métaphorique en le disant comme ça, mais voilà. Et en tout cas, avec clairement une attention tu vois, sur l'ensemble extrêmement forte mais je le disais sur Atom Note, quoi, en reprenant ton titre, je vais pas le retrouver. Tu vois comme je perds mes mots. Ceux qu'on foule au pied. Oui, c'est ça, ceux qu'on foule au pied. Parce que ceux qu'on foule au pied, ça pourrait être ce que soit on foule au pied par mégarde, etc. C'est vraiment ce geste qui n'est pas toujours un geste de violence, qui peut être un geste de négligence et d'indifférence. Ce qui est une immense violence en fait. On va peut-être le signaler d'ailleurs, la négligence fait partie des violences que par exemple vous faites aux enfants. La négligence est considérée comme une violence. Et là en fait il ne s'agit pas de représenter je sais pas, un Christ persécuté, enfin c'est absolument pas les figures de la persécution qui sont dans tes textes. C'est beaucoup plus de l'ordre de ses conséquences, de ce qui est parfois une négligence, un égoïsme du quotidien, etc. Mais de l'autre côté, quoi. Du côté qui pourrait être oublié. Et qui n'est pas celui de la fascination, qui est celui de l'attention. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais, je crois, sur la chute des comètes et des cosmonautes, quand tu disais que les deux personnages sont complètement insupportables, parce qu'ils sont tous les deux... Mais ils sont aussi tous les deux très violents l'un avec l'autre. Effectivement, on a un père qui gueule et qui est ouvertement dominant, macho, excessif, tout ce qu'on veut. Une fille qui le traite plutôt par le déni, par la négligence, par une forme de condescendance, et qui se cognent l'un à l'autre en permanence. Comme deux meubles qui se cognent. Quoi. Et puis ils sont chacun enfermés dans leur globe de verre, mais ils arrivent quand même à s'atteindre. Et tu sens qu'ils vont pas réussir à communiquer, mais ça communique quand même. C'est... Bon... Dans plein de familles, ça marche comme ça, hein, mais en tout cas, en termes de communication, et puis ça crée des effets là qui sont extrêmement comiques aussi, quoi, dans les jeux des punchlines, ou
Là, le passage que tu lisais dans Intime troisième personne du pluriel, donc qui est en hauteur, etc., et quand on lit le recueil, il entre en... On peut le lire d'affilée en tournant les pages, en revenant en arrière, en avançant plus vite. On peut le lire aussi par morceaux. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, puis en plus, je ne l'ai pas lu dans le bon ordre et tout. Enfin, si je faisais les choses normalement, ça se saurait. Mais il entre en écho avec ce qui est raconté et qui, bon ben voilà, donne vraiment la mesure de l'imprégnation des discours sociaux. Mais c'est cette... voilà, on l'a vu à nos réactions quand tu as lu. Enfin, c'est tellement too much que, en fait, ce qui est le texte devient du grand guignol, quoi. Et c'est pas possible de le prendre au sérieux, quoi. Et le jeu de la mise en page, bon, ben voilà, nous montre bien, ça répond à ça, mais regardez à quoi elle ressemble votre autorité. Elle est vraiment ridicule, quoi. Et ça veut pas dire qu'elle fait pas du mal, mais en plus, elle est littéralement dérisoire, quoi. Et c'est en ça que c'est émancipateur et un appel à la révolte. Ah, et ça dit quand même le mal et la violence. Mais, putain, tout ça pour ça, quoi. T'as fait tout ça pour être juste ça. Ça fait du bien quand même. Ok, on paie les dégâts. Mais franchement, on a bien rigolé, non? Quelque chose comme ça. Je peux en lire encore un peu. Oui. En plus, moi, je commence à rentrer dans des autotunnels, là. Attends, est-ce que je me suis arrêtée? Je vais le reprendre. Donc, et si elle ignore quelque chose d'utile, elle demandera poliment et on lui répondra aimablement. Et ce ne sera pas ta faute si ta fille gâche sa virginité par bêtise, et alors elle sera moquée par tes connaissances. Car l'acte sexuel n'est que l'aboutissement d'un attachement et d'une sympathie réciproque, et l'amour doit être monogame et monoandrique, une femme, un mari, et mettre sa belle robe et s'asseoir à table et se prémunir du houblon en toutes circonstances, car un mari ivre c'est bête, mais une femme qui a bu n'est bonne à rien en ce monde, et se taire devant les aînés, et obéir aux plus braves, et la soumission aux savants, et une maladie de l'âme, et les réprimandes des voisins, et les railleries des ennemis, et la bave des puissants, et l'honneur de la famille, et la perte de la propriété, et les grâces de l'infamie. Oh non, je t'ai plus, hein. Voilà. Et une petite faiblesse peut causer une grande souffrance, du chagrin, et des échardes dans ton âme pour toujours. Et ça, c'est beau aussi. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais voulu que je te pose ou d'autres choses que tu voudrais ajouter? Oh là là. C'est pas obligé. Écoute, non, je crois qu'on arrive quand même en bout de tunnel là. Avec les échardes dans ton âme, c'est pas mal. Voilà. Donc, je pense que... Je sais pas, faut... Bah, on va dire gentiment au revoir. C'est donc on a, hop, je vais remettre tout ça en description. Vous avez plein de lectures. Si vous ne connaissiez pas encore Marina, il est temps de se rattraper. Et moi d'ailleurs, il faudra quand même que je finisse. Un immense merci. Un immense merci à toi. C'est chouette de faire ça. Et on recommencera. Et je vous dis à bientôt.